Les titres de l'actualité, Reporters sans frontières a dénoncé ce mercredi la condamnation unique à 2 ans de prison du journaliste Baba Alpha, accusé d'avoir usurpé la nationalité nigérienne. Les fourmis rouges sud-africaines ont expulsé ce mercredi les squatteurs d'un immeuble dans le centre de Johannesburg. Ceci après une perquisition spectaculaire. Et puis des ONG tunisiennes et internationales ont exigé ce mercredi le retrait d'un projet de loi visant à protéger les forces de sécurité. Très heureuse de vous retrouver à toutes et à tous. Bonjour. On démarre cette édition par la Côte d'Ivoire où de nouveaux tirs ont été entendus ce mercredi soir dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan, tandis que la situation était redevenue calme du côté de l'école de police de Cocody. Un remaniement surprise a été annoncé quelques heures avant ces nouveaux incidents. Ahmed Bakayoko, un proche du président Alassane Ouattara, a été nommé ministre de la Défense. À l'école de police, des hommes armés de fusils ont pointé leurs armes sur les voitures qui passaient et se sont emparés de plusieurs véhicules. Selon un journaliste, ce sont des policiers cagoulés avec des gilets pare-balles, a témoigné un chauffeur de taxi, Dirasuba Adama, qui s'est fait braquer son véhicule. Des tirs ont été entendus par la suite vers minuit et demi à Yopougon, selon un habitant de cette commune. Aucun tir n'a en revanche été signalé au camp militaire du plateau qui abrite l'état-major des armées, ni au camp d'Akwedo à Cocody, qui avaient été les 2 épicentres des mutineries de militaires en janvier et en mai. Des incidents qui surviennent quelques heures après un remaniement ministériel annoncé mercredi midi et la nomination d'un nouveau ministre de la Défense. Sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, préfet hors grade, Sidiki Konaté, Sidiki Diakité, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï. Perçu comme un possible dauphin du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, qui a su se montrer meneur d'hommes à l'intérieur, quitte son poste pour la défense avec rang de ministre d'État. Dans sa première déclaration publique, Bakayoko a promis de s'engager avec détermination et fermeté à la reconstruction de l'armée secouée par des mutineries. Depuis le début de l'année, c'est un défi majeur et une attente des Ivoiriens, a-t-il estimé, ajoutant qu'il comptait venir au contact des troupes pour apporter des réponses aux demandes d'amélioration des conditions de vie et de travail, mais aussi pour exiger de la discipline. Les derniers incidents dans l'armée remontent au week-end dernier. 3 soldats avaient été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans des tirs dans un camp militaire de Korogo, grande ville du Nord. Ce remaniement intervient alors qu'Abidjan accueille, à partir de vendredi, les 8e Jeux de la francophonie et quelques 4000 athlètes et artistes, ainsi que de nombreuses personnalités sont attendus pendant 10 jours. Au Niger, le journaliste Baba Alpha, connu pour sa liberté de ton et ses critiques acerbes envers le gouvernement, a été condamné à 2 ans de prison. Il est accusé d'avoir usurpé la nationalité nigérienne. Mais Reporters sans frontières s'insurge contre cette décision disproportionnée et appelle les autorités nigériennes à revenir sur cette condamnation qu'elle qualifie d'absurde. Disant son intention de faire appel, Maître Boubacar Moussi, l'avocat de Baba Alpha et son père, a annoncé ce mardi que les 2 hommes ont aussi été condamnés à 10 ans de privation de tout droit civique et politique et leurs actes d'état civil jugés faux vont être confisqués et détruits. Ils ont en outre écopé de 300 000 francs CFA d'amende, soit 450 € chacun, selon l'avocat. Amnesty International dénonce des violations systématiques des droits de l'homme dans l'extrême nord du Cameroun. L'organisation a publié ce 20 juillet un rapport qui s'appuie sur 101 témoignages. Presque tous racontent les arrestations arbitraires, la détention au secret et les tortures imposées par les forces de sécurité. On fait le point. Amnesty International demande une enquête indépendante sur ces violations commises dans le cadre de la lutte contre Boko Haram au Cameroun. L'organisation a dénoncé des dizaines de cas de torture contre de présumés membres de Boko Haram. Dans un rapport publié mercredi,
L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme a révélé que depuis 2013, les forces de sécurité camerounaises ont torturé à mort les présumés combattants de Boko Haram. Ces personnes ont aussi été détenues, souvent avec peu ou sans preuve. Selon le rapport d'Amnesty International, beaucoup de victimes ont subi des tortures. Le rapport note que le chiffre réel est susceptible d'être beaucoup plus élevé que contenu présenté sur la base de témoignages. Le rapport, qui allègue que des soldats français et américains étaient présents sur un site où des détenus ont été torturés, affirme toutefois n'avoir aucune preuve que des forces étrangères ont été impliquées. Amnesty International a déclaré avoir présenté des preuves de crimes de guerre présumés au gouvernement du Cameroun, mais elle n'a reçu aucune réaction. J'en parlais en titre, connu sous le nom des fourmis rouges, les employés d'une entreprise de sécurité privée sud-africaine ont expulsé ce mercredi les squatteurs d'un immeuble. C'était dans le centre de Johannesburg. Les images. Les squatteurs d'un immeuble dans le centre de Johannesburg ont été expulsés ce mercredi après une perquisition spectaculaire effectuée par les employés d'une entreprise de sécurité privée sud-africaine. Ces derniers sont connus sous le nom des fourmis rouges à cause de leur tenue caractéristique. According to my knowledge, the building is under sectional title. D'après mes connaissances, le bâtiment est sectoriel. Il n'appartient pas à une personne, il appartient à un parti sectoriel. Il y a différents propriétaires. Donc, celui qui nous expulse n'a même jamais acheté le bâtiment. He never even bought the building. They cut my trousers. Ils ont coupé mon pantalon avec un couteau, pris mon portefeuille qui se trouvait à l'intérieur. Avec mes cartes de crédit, tout mon permis, tout. Everything. I'm very angry. Je suis vraiment en colère. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de loi en Afrique du Sud. Comment la loi ne peut-elle pas protéger ses propres citoyens? Parce que maintenant, nous sommes vulnérables. On n'a nulle part où aller et puis on nous vole l'argent qu'il nous restait. Donc, on ne peut pas aller chercher un autre logement. Plusieurs bâtiments de la ville ont ainsi été détournés et occupés illégalement, souvent par des gangs. Fuyant l'un des régimes les plus répressifs au monde, plusieurs Érythréens, parmi lesquels figurent des jeunes athlètes, ont trouvé refuge en Éthiopie. Aujourd'hui, ils pratiquent difficilement leur sport favori qu'est le cyclisme, même s'ils s'estiment chanceux. Formée de coureurs qui pour certains se connaissaient déjà en Érythrée, l'équipe de réfugiés érythréens a été assemblée à partir de 2015 à Addis Abeba par un entraîneur basé dans la capitale éthiopienne. L'équipe dont fait partie Daniel a pour objectif de participer en août au Tour Meles Zenawi, seule course éthiopienne officiellement reconnue par l'Union cycliste internationale. J'ai décidé de quitter l'Érythrée et je ne veux pas y retourner car je veux poursuivre mon rêve en participant aux courses des tournois internationaux et professionnels. J'espère qu'un jour j'accomplirai mon rêve, mais aujourd'hui je n'ai aucune intention de rentrer. Mon statut de réfugié me met en colère, car en tant que réfugié, je ne peux pas participer aux courses sur le plan international. Mais nous travaillons avec le HCR, ils nous donnent de l'espoir et nous ont promis de nous aider à participer aux tournois internationaux. Nous travaillons dur pour réaliser notre rêve. L'équipe de réfugiés érythréens survit financièrement grâce au soutien de proches en Europe et celui du manager Ben Djemani. Je les soutiens depuis le début. Je leur ai donné des pneus, des tubes, beaucoup de vêtements. Je leur ai donné beaucoup de choses pour que l'équipe puisse survivre. Aujourd'hui, je trouve difficile de faire tout ça tout seul. Le cyclisme reste pour ces coureurs une échappatoire à la vie de réfugiés. Sur un tout autre registre, la situation humanitaire en Centrafrique, particulièrement dans le centre et l'est du pays, demeure préoccupante. À cet effet, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU a effectué une visite de constat dans le pays. Reportage. De retour d'une mission qu'il a conduite à Bangassou et à Bambari, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires a animé
un point de presse à Bangui. Monsieur Stéphane O'Brien, qui a fait le bilan de son séjour dans le pays, s'est dit vivement préoccupé par le drame que vivent les populations de l'arrière-pays. À l'heure actuelle, 2,4 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. La moitié de la population entière de la RCR. Cela représente une augmentation de plus de 200 000 personnes par rapport au début de l'année. Avec les partenaires humanitaires, le corps diplomatique du MINUSCA, nous sommes en train de réexaminer. En venant à Bangui et en se rendant dans les villes sinistrées de la Centrafrique, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires veut alerter la communauté internationale sur la crise sécuritaire qui prend une nouvelle dimension avec la situation humanitaire à laquelle des centaines de familles sont confrontées dans l'est du pays. Les humanitaires ne vont pas démissionner. Les humanitaires vont continuer à être auprès des populations les plus vulnérables. Et que pour nous tous, vous serez notre meilleur ambassadeur et que vous allez défendre notre cause, qui est la plus belle cause, à savoir sauver, donner l'assistance et sauver nos principes qui font l'humain en nous. Il y a de plus en plus des zones de conflit armés à travers la planète. Il faut multiplier les initiatives de plaidoyer pour interpeller la communauté internationale et faire en sorte que ce qui se passe en Centrafrique ne soit pas une crise oubliée. Une dernière information pour finir cette édition. En Tunisie, des ONG nationales et internationales ont exigé ce mercredi le retrait d'un projet de loi visant à protéger les forces de sécurité. Et pour cause, elles le jugent extrêmement dangereux pour la transition démocratique 6 ans après la révolution. Les détails. Élaboré en 2015 puis mis de côté face aux critiques, le projet de loi visant à protéger les forces de sécurité actuellement examiné par une commission parlementaire tunisienne est réapparu récemment après la mort d'un policier brûlé par des cocktails Molotov lancés par des protestataires. Le dit projet de loi veut garantir la protection des agents des forces armées contre les agressions menaçant leur sécurité et leur vie afin de garantir la stabilité de la société tout entière. Mais selon plusieurs ONG, le projet de loi pourrait, en criminalisant la divulgation de secrets liés à la sûreté nationale, menacer le travail des journalistes, des défenseurs des droits humains et des lanceurs d'alerte. Pour le président du syndicat national des journalistes tunisiens, le texte pose tout simplement les jalons d'un État dictatorial et policier car il donne des prérogatives absolues aux appareils sécuritaires et militaires. En outre, pour la directrice de la recherche pour l'Afrique du Nord à Amnesty International, le texte crée une immunité spéciale pour les agents des forces de l'ordre. Selon elle, cette disposition est contraire au droit international. Rappelons que le projet de loi de réconciliation défendu par le président Béji Caïd Essebsi prévoit l'amnistie de fonctionnaires accusés d'être impliqués dans des faits de corruption administrative et n'ayant pas touché de pot de vin selon la présidence. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi.